Ciao ragazzi, bienvenue à Buonasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen 2 fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission. Bonsoir à tous, bienvenue dans Buonasera Calcio. Écoutez, on va repartager 30 minutes de football tous ensemble. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à tous et Forza Giroud et Forza Leao dit au JCRM. Écoute, ça me touche venu de ta part. Merci beaucoup. Écoutez, j'ai passé effectivement une très très bonne soirée mardi soir. C'était très très cool d'être à San Siro. Ça faisait mal aux oreilles, surtout quand Donnarumma touchait le ballon, mais c'était très très cool. Donc voilà. Justement, on va un petit peu débriefer tout ça. La semaine de Champions League. Oui, j'ai perdu ma voix. Ouais, j'ai perdu ma voix un petit peu. Là, elle revient gentiment, mais oui, j'avais plus de voix du tout hier. Donc voilà. Donc on va débriefer un petit peu cette semaine de Champions League. J'ai abordé 3 sujets, mais bien entendu, vous le savez, on aborde tous les sujets que vous voulez dans Buonasera Calcio, tant qu'on parle de foot, bien sûr. Donc le premier thème, c'est le foot, ça va vite. Alors oui, bien sûr, le foot, ça va vite. Pourquoi ? Parce qu'on va débriefer tous ensemble Milan, Paris Saint-Germain. Donc voilà. Ensuite, on va revenir un petit peu sur United Creuse encore, parce que hier, c'était quand même un match complètement dingue contre Copenhague. Donc j'avais envie d'en parler parce que ça m'a fait marrer. J'ai vu des trucs vraiment marrants. Et enfin, on va un petit peu débriefer ce qui s'est passé avec Lens, et j'ai titré ça « Lens revient sur terre », effectivement. Donc voilà, y a OJCRM qui me dit, je t'ai vu à la télé balancer des Donnarumma. Ouais, j'aurais beaucoup aimé. En fait, j'ai essayé d'en récupérer. Alors, j'étais pas dans les virages, hein. J'étais pas dans la courva, j'étais devant. D'ailleurs, j'étais juste à côté de l'équipe de Youth League du Paris Saint-Germain. Donc j'ai vu Yohan Cabaye, Papus Camara, Ethan Mbappé, et puis tous les joueurs de la Youth League qui avaient perdu. D'ailleurs, en Youth League, ils ont perdu à la 94e minute le match de Youth League contre Milan avec un but de Camarda. Donc voilà. Et en l'occurrence, donc j'étais juste sur le côté et je n'ai pas réussi à trouver $1. Donc voilà, j'espérais pouvoir en récupérer après le match, impossible. Donc voilà. Ouais, Pipovici qui dit le but de Camarda, bah oui, c'est un retourné. Il faut savoir que Camarda, il a 15 ans. Il joue en Youth League, donc en moins de 19. Et il y a 2 saisons, je crois que c'est 2 saisons ou 3 saisons, il a marqué 247 buts en 50 matchs. C'est un extraterrestre. Oui, vous avez bien entendu, j'ai pas dit un chiffre au hasard, hein. Il a marqué 247 buts. Voilà, oui, vous avez bien entendu. Et Camarda, c'est un vrai crack. Donc Milan attend ses 16 ans pour lui faire signer un contrat de 3 ans. Alors c'est un numéro 9, on verra ce que ça donne, hein. Voilà, je sais pas si vous savez bien qu'il y en a beaucoup qui sont des cracks et puis qui deviennent que dalle, hein. Nous on a au Milan la jurisprudence Hakim Mastour. Je sais pas si vous vous souvenez de lui, mais bon, on verra bien. Pipovici, le but de Camarda, oh là là, et il s'envole sur son but. Olivier Tom, on aurait dit, ouais, le retourné de Camarda en Youth League, il est incroyable, hein. Si vous pouvez aller le voir sur YouTube, c'est fou. Donc voilà. Bref, tout ça pour dire que j'ai pas réussi à récupérer des $, et j'étais super énervé à la fin du match. Alors, j'étais pas énervé parce que c'était un des plus beaux matchs que j'ai vu à San Siro depuis bien longtemps. Donc pas bien longtemps, depuis je pense le Milan-Atalanta du titre en 2022, celui juste avant l'avant-dernière journée de championnat qui était absolument incroyable. Donc voilà. Mastour qui joue en championnat marocain maintenant. Ah, il joue quand même dans une équipe professionnelle, parce que lui, à un moment donné, je me suis dit, c'est fini, même le foot pour lui, en fait, hein. Excepté les petites vidéos YouTube, il y a que dalle. Donc voilà. Bon, on va commencer justement par le foot, ça va vite. Pourquoi ? Parce que Paris, j'avais la discussion avec un ami récemment qui me disait, qui est supporter parisien, et qui me disait... Nous, ça y est, on commence à tourner pas mal. Généralement, en poule, on se rate pas en plus. Ça va quand même être très, très chaud pour vous, quoi.
Et je lui disais, c'est vrai, mais bon, le truc, et c'est pour ça qu'on aime ça dans le foot, c'est que tout est possible dans le football. C'est pour ça qu'on aime ce sport, en vrai. C'est que dans le football, tout est possible. Et c'est vrai que c'est ce qui s'est passé. Milan était au bord du chaos. On va dire que s'il perdait contre Paris, probablement qu'on aurait parlé sérieusement d'un changement d'entraîneur, je pense. Je pense que Pioli, alors peut-être qu'il l'aurait pas changé, mais en tous les cas, ça commence à tanguer sérieusement pour Pioli. Et puis, ils auraient pu vraiment partir dans une espèce de spirale négative très très forte. Donc, c'est parce que bon, entre la défaite contre la Juve, le match nul contre Naples, la défaite contre Paris, etc. Ça commençait à faire beaucoup. Et puis la défaite contre l'Udinese, surtout dimanche dernier. Donc c'était très compliqué. Milan était vraiment au fond du trou. Et puis là, tout d'un coup, voilà quoi, on retrouve un milieu de terrain titulaire. On retrouve des défenseurs aussi titulaires qui sont en pleine forme. Et puis en attaque, il y a Leao qui se met enfin au niveau de son talent, parce que très clairement, c'est ça qui s'est passé. Leao, il a toujours été aussi talentueux, on le sait. Le problème, c'est qu'il n'arrive pas à le faire tout le temps, toute une saison. Donc voilà, non, franchement, une très 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 belle prestation. Et bien sûr, au JCRM, il a tout à fait raison. Le retour de Loftus-Cheek, c'est quand tu as le milieu de terrain titulaire, c'est-à-dire Reinders, Loftus-Cheek, et là en l'occurrence c'était Moussa, mais j'espère que bientôt ce sera Bennacer. Je le dis depuis plusieurs semaines, vous me l'avez entendu dire ici sur Buonasera Calcio plusieurs fois, ce milieu de terrain-là n'a pas grand-chose à envier en tous les cas au milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Même je suis quasi sûr qu'ils sont très supérieurs au milieu de terrain du Paris Saint-Germain. C'est ce qu'ils ont marqué, c'est ce qu'ils ont montré avant-hier soir, et c'est vrai qu'en revanche, quand tu mets Krunic dans l'histoire, qui est hors de forme, il faut quand même être juste avec lui, quand tu mets Krunic, quand tu mets Moussa pas devant la défense mais que tu le mets plus haut et que t'as pas le volume physique que Loftus-Cheek offre, c'est pas la même histoire. Et puis quand t'as pas Pulisic en forme aussi comme il l'était mardi soir, Leao en forme, Giroud en forme, etc. Bref, c'est pas la même équipe, donc clairement. Mais bon, voilà. En tous les cas, ils se sont réveillés au bon moment. Maintenant, il faut confirmer contre Lecce. Et voilà. Après, côté Paris Saint-Germain, tout n'a pas été acheté. Je trouve que, très honnêtement, Donnarumma a fait un bon match. Alors qu'il a quand même subi une pression incroyable. Je vous le dis, des ambiances comme j'ai vécu mardi soir, c'est très rare dans un match de foot. C'est très rare même à San Siro. C'était une ambiance extraordinaire. Et extraordinairement délétère pour Donnarumma. C'est-à-dire que dès qu'il touchait la balle, je ne sais pas si ça s'entendait à la télé, mais c'était incroyable. Et puis son entrée en jeu quand il vient, son entrée pour l'échauffement, tout était cauchemardesque pour lui. Et puis bon, sa maman aussi, je veux dire, on en a parlé beaucoup toute la soirée. Donc malheureusement, la pauvre, j'espère qu'elle n'était pas devant la télé. Donc voilà, c'était vraiment compliqué. Donc voilà. Pipovici qui dit Calabria, profession, bloqueur de stars du football comme Mbappé ou Kvara. Oui, en fait, ce qui est marrant, c'est j'avais vu un truc sur X où t'as Cafu quand il rencontre une superstar du foot, Calabria quand il se transforme, quand il rencontre une superstar du foot, et puis tu vois une photo de Cafu en fait. Donc oui, clairement, quand il rencontre vraiment un joueur de très haut niveau, je sais pas, dans sa tête, il a un déclic et il se met grave au niveau, quoi. C'est assez fou. Donc voilà, vraiment assez fou. Ah bah tiens, oui, Pipovici qui dit bon match de Dijo, d'ailleurs, il m'a fait plaisir. Oui. Absolument. Enfin, je sais pas si t'as fait plaisir. Moi, il m'a pas fait plaisir. J'ai aucun plaisir à voir Gigio Donnarumma. Mais je dois avouer qu'il a été solide, vraiment solide. Franchement, d'ailleurs, il fait deux très beaux arrêts. Non, franchement, sûr au pied et tout. Sûr. Voilà quoi. Mbappé, par contre, il a joué mardi, mort de rire. Il a joué. Alors, je suis pas sûr de comprendre, mais en tous les cas, Mbappé, effectivement.
Ah oui, plus facile de chambrer Brest, oui, ça c'est sûr. Mais Mbappé, en fait, ce qui s'est passé et ce que moi j'ai vu à dans le stade, c'est que en fait ce qu'ils ont changé par rapport au match aller, c'est l'espace entre la défense et l'attaque. La ligne d'attaque et la ligne de défense, quasi tout le match, il y avait allez, moins de 20 mètres ou 20 mètres maximum. Et sinon moins de 20 mètres. Ce qui fait que ça faisait quoi? Ça faisait en sorte que, en fait, Mbappé, il pouvait pas prendre de vitesse. C'était impossible parce qu'en fait, le milieu et la défense étaient tellement serrés, et même la ligne d'attaque était tellement serrée, qu'en fait, il ne pouvait pas recevoir le ballon dans de bonnes conditions pour être lancé. D'ailleurs, il a été lancé une fois et il a failli avoir but. Heureusement que Maignan se fait une sortie magnifique. Mais c'était vraiment impressionnant à voir sur le terrain. L'espace très très court qu'il y avait entre la ligne de défense et la ligne d'attaque, je l'ai fait noter d'ailleurs plusieurs fois à mon ami avec qui j'étais, qui est lui supporter parisien. Donc voilà. Mais c'était assez impressionnant comment ils ont réussi avec Reinders, bien sûr, qui venait en complément à bloquer Mbappé en fait, parce que Mbappé balle arrêtée, ce que je disais tout à l'heure, c'est pas Ronaldinho. Hein. Je veux dire, il fait pas des différences en 1 contre 2. C'est très compliqué pour lui de faire des différences. Surtout que ce sont des gens qui sont quand même assez dynamiques, Calabria et Reinders. Donc voilà, c'était complexe. S'il n'est pas lancé, c'est compliqué. Donc voilà. Après, je pense que le meilleur joueur du Paris Saint-Germain, probablement, en tous les cas, c'est comme ça que l'a noté la Gazzetta dello Sport, et je pense que c'est vrai, c'est Dembélé. Dembélé et Gigio Donnarumma, hein, les deux d'ailleurs. Effectivement, alors Dembélé, il a fait du Dembélé, mais en même temps c'est lui qui centre pour le but. Il met une superbe frappe sur la transversale. J'étais juste vraiment au niveau des cages quand il frappe. Mon cœur s'est arrêté. Il a raté un battement. Et bon, après il fait des différences très souvent derrière. Malheureusement, il fait du Dembélé, c'est-à-dire il glisse ou il fait le mauvais choix. Mais ouais, c'était quand même assez spectaculaire la performance de Dembélé. Donc non, c'était pas mal. C'était un match relativement équilibré. Après, Milan a dominé au point, on va dire. C'est-à-dire que ils n'avaient pas la possession, mais en revanche, les actions chaudes étaient plus du côté de Milan que de Paris. Mais la première mi-temps peut aussi tourner un petit peu en faveur de Paris et ça aurait peut-être donné un match différent. En tous les cas, c'était un match de haut niveau. Et ça, c'était cool. Nikaya, bonsoir. Et Nikaya qui dit Calabria, c'est comme Carvajal en Ligue des Champions. Ouais, c'est vrai que Carvajal, il est cramé, mais en Ligue des Champions, il arrive à se mettre un petit peu au niveau. Enfin, en tous les cas, c'est dernière saison. Cette saison, on verra. Mais ouais. Le petit nouveau français Warren Zaïre-Emery a fait un bon match aussi. Oui, alors tu vois, je suis d'accord au JCRM, mais comparé au match aller où il a rayonné, même physiquement, il a dominé un peu tout le monde. Bah là, très clairement, c'est pas la fête. Hein. Donc voilà. Mais bon, écoute, c'est déjà pas mal. Okutonujo qui nous rejoint et qui nous dit 2-1 pour Servette, il sort du stade. Bah bravo, félicitations. C'est bien ça. Ils ont gagné contre qui ce soir? C'est le Slavia ou un truc dans le genre, non? Enfin, bon, si tu arrives à nous dire quel club il jouait ce soir. Mais en tout cas, c'est bien. C'est bien une victoire en Coupe d'Europe parce que les débuts étaient compliqués. Le club moldave. Le shérif Tiraspol. Mais oui. Ok, d'accord. Ok, très bien. Parfait. Bah, c'est pas mal. Hein. Faut pas oublier que le shérif Tiraspol a gagné à Barnabéu il y a 2 ans en phase de poule. Donc voilà. Le trio du milieu de Milan, c'était inédit et c'était le meilleur trio possible qu'on peut aligner. Ouais, pour l'instant, bien sûr. C'est clair que j'espère qu'en revanche, quand il va retirer Moussa et qu'il va mettre Bennacer, ce milieu sera encore meilleur. Parce que très clairement, Bennacer, c'est vraiment le niveau au-dessus techniquement de Moussa et même physiquement en fait. Mais en tous les cas, Moussa a fait un super match et tu vois, il l'avait jamais mis encore en numéro 6. Il le mettait toujours en milieu relayeur sur la droite, généralement en numéro 8 à la place de Loftus-Cheek en fait. Et c'est plutôt une super trouvaille parce que je trouve qu'il a fait un très très bon match Moussa. Donc voilà, alors moins bon que Loftus-Cheek parce que Loftus-Cheek c'était je sais plus qui c'est qui disait ça, c'était Riolo qui disait c'était John Alomou Loftus-Cheek mardi soir. Mais voilà. Donc écoutez, en tous les cas, Okutonujo qui est à vélo. Alors fais attention au Okutonujo quand même, déconne pas. Essaye pas d'écrire des textos à vélo. Donc voilà. Mais oui, en tous les cas, très 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 bon match du milieu. T'as tout à fait raison. Pipovici, même c'est la clé. Hein, c'est la clé
c'est la clé du match, hein, très clairement. Après, Giroud a fait un match plein à tous les niveaux, c'est-à-dire défensivement, offensivement, vraiment top. Léao a été brillantissime. Il les a perturbés à chaque prise de balle. Chaque prise de balle, il y avait le feu, mais c'était la fête. Hein. Et puis Théo Hernandez a été très solide, on va dire, en tous les cas sérieux, beaucoup moins peut-être, on va dire, brillant offensivement, mais est-ce qu'il avait vraiment besoin avec un Léao à ce niveau-là et puis surtout, il avait quand même Hakimi Dembélé dans son côté, hein, donc tu peux pas faire n'importe quoi. Donc voilà. Non, franchement, très très bien. Et puis Pulisic a fait aussi un très bon match. Il n'y a pas grand monde qui s'est trouvé mardi soir au Milan. Même Pulisic, il avait un client, c'était pas facile. Ouais, absolument, c'est clair, je suis d'accord. Mais bon. Voilà. En tous les cas, c'était un match très agréable à vivre, une ambiance absolument incroyable à San Siro. A priori, Milan va déménager en 2028 à San Donato, dans le nouveau stade, la cathédrale. En tous les cas, c'est ce qu'a priori il va se passer. Donc il vous reste jusqu'en 2028 pour aller voir la Scala du foot. Faut pas hésiter parce que vraiment c'est incroyable. J'espère que la cathédrale sera encore mieux. Moi je suis très content qu'ils aient un nouveau stade, un stade de 2023, mais c'est vrai que San Siro c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire à voir en termes d'intensité, de bruit, voilà. Alors après ça, c'est aussi le public de Milan qui fait ça, mais franchement c'est incroyable. Je vous conseille d'y aller une fois. Donc voilà, au moins une fois avant 2028. 2028, l'Inter et le Milan auront donc deux stades différents. Ouais, effectivement. Ouais. Mais ce sera plutôt bien en fait. Je pense. Ce serait cool. Donc voilà. Voilà, en tous les cas, c'était pour ce match. Et le foot, ça va vite parce que Paris était au sommet. Et puis, finalement, on prend quand même une jolie tatane. Et puis Milan était au fond du trou. Et puis là, tout d'un coup, se retrouve relancé tant en termes d'état d'esprit, de spirit que même au niveau des points dans ce groupe. Hein. Maintenant, tout est possible. Milan, pour être sûr d'être qualifié, doit marquer 6 points, donc gagner contre Newcastle et gagner contre Dortmund, mais avec 4 points, il pourrait aussi s'en sortir, ça dépendra un petit peu des résultats des autres. Donc voilà, on verra bien à ce moment-là. Voilà un petit peu. Et Dortmund, ils nous font bien mentir, absolument, parce que moi, je les voyais bons derniers, Dortmund, de ce groupe de 4. et en plus, d'ailleurs, la prestation contre le Bayern de ce week-end m'a pas non plus rassuré. Hein. Donc voilà. D'ailleurs, le Bayern s'est encore fait sacrément secoué. On va pas forcément aborder le sujet en détail, mais ils se sont quand même encore fait sacrément secouer par Galatasaray, dont je continue à dire que ça va être la surprise de la saison en Ligue des Champions, parce que à mon avis, ils vont quand même sortir, parce que bon, vu le groupe moisi qu'ils ont avec Copenhague et Manchester United, voilà, je pense qu'ils vont quand même sortir des poules. Et je sais pas quelle est l'équipe qui sera première qui va prendre Galatasaray, mais ça va pas être un bon tirage. Je vous l'annonce tout de suite, c'est sûr et certain. United creuse encore, justement. Je sais pas si vous avez vu ce. Alors attends, je fais un petit tour dans les commentaires. Quand j'ai vu le tirage, j'avais dit que Paris ne passerait pas les poules. Tout le monde m'est tombé dessus. Et là, Paris a de gros matchs. Attention à eux. Ouais, effectivement. Bon, en tous les cas, je crois qu'ils reçoivent Newcastle au prochain tour. Et après, ils terminent à Dortmund, hein, il me semble. Donc voilà. Et nous, on reçoit Dortmund et après, on va à Newcastle. Bon, franchement, c'est 2 matchs pour tout le monde. C'est 2 gros matchs pour tout le monde. Hein. Honnêtement, ça va être compliqué. Mais bon. Mais attention à eux. Effectivement, je suis d'accord. C'est pas sûr que Paris sorte des poules. Après, est-ce que terminer 3e de poule, c'est pas cool pour Paris et aller taper une Ligue Europa ? Franchement, c'est pourquoi pas. Hein. Ça peut être un bon objectif, hein, je trouve. Si tu la gagnes, en revanche. Il faut la gagner. Sinon, ça sert à rien d'aller en Ligue Europa et de te faire sortir comme une victime. Mais bon. En tous les cas, oui, United hier, qui menait 2-0, tranquille, comme Baptiste, était à l'aise, ils menaient, ils étaient bien, tout le monde avait le sourire et tout. Puis tout d'un coup, je sais pas, Rashford, il a les fils qui se touchent. Je sais pas ce qu'il cherche à faire en fait, parce que la balle elle est super loin de son pied, il essaye d'écarter, je sais pas s'il essaye de se mettre en opposition. Mettre son corps en opposition pour qu'il puisse pas toucher la balle. Bref, en tous les cas, vous avez vu cette action. Il met son pied sur le tibia du joueur adverse.
Et puis, voilà quoi, carton rouge. Donc voilà, je sais pas. Et finalement, tout bascule en fait. Mais tout bascule, c'est complètement dingue. Et bref, ils reviennent à 2-2. Puis ensuite, United se dit, ça y est, je m'en suis sorti 3-2. Et enfin, 3-3, 4-3 pour Copenhague. Enfin bon, bref, c'était catastrophique. C'était un match, mais que United prenait par le bon bout, et tout d'un coup, c'était n'importe quoi. Et en toute fin de match, Maguire qui a fait un match absolument dégueulasse. Mais vraiment, c'était incroyable. À un moment donné, il tente de faire une transversale, la balle elle part, mais au milieu des tribunes, quoi. Tu te dis, mais il y avait même personne là où il fait la transversale. Enfin, je veux dire, dans la direction où il fait la transversale, il y a personne. Et la balle, de toute façon, même si, excepté si c'est Wembanyama, et encore, il récupère jamais la balle, le gars. C'est impossible. Il la met en pleine tribune, quoi. Je sais pas, je comprends pas très bien ce que le concept de continuer à faire jouer Maguire. Moi, je sais pas. Encore une fois, peut-être ils ont des blessés. Je peux pas te dire. Mais même avec des blessés, la vérité, je fais jouer quelqu'un du centre de formation. Hein. C'est pas, je fais pas jouer Maguire. Et pourtant, en fin de match, il se retrouve numéro 9 parce que voilà, il faut marquer et il a une occasion incroyable où il met une reprise de volée de l'espace et puis le goal la dévie. Bon, finalement sur l'action, il fait un peu faute avant dans son duel de la tête, mais c'est vraiment fou en fait. Donc voilà, je comprends pas Maguire, c'est vraiment une énigme. Et je crois qu'il serait mieux. Le mec qui commentait hier, il disait, je pense qu'il serait mieux numéro 9. Ouais, en fait, vraiment, je pense qu'il serait mieux numéro 9. Un gros numéro 9 à la De Jong, c'est un truc, voilà quoi. Avec tes pieds, tu fais pas grand chose, mais bon, voilà. On a un but en direct. C'est OJCRM qui nous annonce le but de Mbemba à l'OM. Bravo, félicitations. Je vais faire un petit tour. Une finale Marseille-Paris en Europa et on gagne, je signe de suite. Bah oui, je veux bien le croire, mais bon. Voilà. Et Højlund content, Højlund triste. Oui, c'est vrai, absolument. Højlund, il a vécu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel de son état. Et puis Povici qui nous dit c'était pour sa compile à Maguire, il y avait plus de vidéos sur lui. Ouais, c'est clair. Non, mais celle-là, voilà. Titu en sélection anglaise, pourtant, devant Tomori. Ouais, quand tu vois, depuis le début de saison, les matchs de Tomori, et que tu te dis que l'autre espèce d'enclume de sélectionneur anglais, il continue à mettre Maguire titulaire, mais tu te dis, mais sérieusement, mais il veut quoi, lui? En fait, le but du jeu, c'est de s'aborder la sélection anglaise. C'est pas possible. Il y a un problème. Mais bon, bref. Okutunojo, il aurait dû rester chez nous, Højlund. Oui, c'est vrai. Ouais, je suis d'accord. De toute façon, il est parti trop tôt, trop fort en plus. Hein. Beaucoup trop cher, trop de pression, voilà. Après, tu vois des trucs là, il commence à jouer un peu plus son jeu, tu vois, il est plus relâché, ça se voit, et puis physiquement, il revient bien, et tout. Donc, je sais pas, ça peut donner un truc, mais il est dans la mauvaise équipe en fait, surtout ça. Voilà. Aurel Piquello Mehdi, salut à tous, on revient du stade, Servette a gagné. Ouais, c'est ce que nous disait Okutunojo, trop bien, bravo, félicitations. 2-1 contre le Sheriff Tiraspol, bravo. Ça c'est cool. Écoute, vous avez dû passer une super soirée parce que le stade il a dû prendre feu, je pense. Donc c'est cool, trop bien. Ça doit faire. Si tu as la stat Aurel ou Okutunojo, combien d'années que le Servette n'a pas gagné un match de Coupe d'Europe? Je pense qu'on est dans une décennie à 2 chiffres à mon avis, un truc dans le genre. Je pense que ça doit faire 20 ans, plus de 20 ans peut-être. Donc c'est cool, c'est historique, c'est bien. Bref, United creuse encore. J'ai bien l'impression que ça va être une annus horribilis encore une fois pour United. Et même quand ça commence bien, ben voilà quoi. Ah bah voilà, tu vois, dernier match gagné contre Újpest en 2003. Tu vois, j'ai pile poil 20 ans. J'étais pas loin, j'étais pile poil dedans. Donc voilà. Ouais, effectivement. Oui, bah oui, puisque ça fait quand même très longtemps que vous n'aviez pas fait de Coupe d'Europe. Donc c'est cool. But de Carambeu. Eh oui, à l'époque, c'était la grosse équipe. Hein. C'était juste avant la faillite, quoi, en fait. Donc, malheureusement. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bah United, voilà, année absolument horrible. Hein. Je pense que c'est bien parti pour que ça continue comme ça. Donc voilà.
On verra bien, mais c'est triste, c'est vraiment triste. Surtout que récemment, on a tous regardé un petit peu, je pense, le documentaire sur Beckham, qui est un très bon documentaire, qui est très transversal, que vous pouvez regarder très aisément avec vos femmes, vos amis pas trop convaincus par le foot, etc. Parce qu'en fait, il est très très bien fait. Donc voilà, ça peut être le moment de se fédérer un petit peu autour du football avec des gens qui ne le sont pas forcément. Et bref, en ayant regardé ce documentaire, j'ai revécu un petit peu toute une période de l'histoire de Manchester United où ça avait quand même une autre gueule que ce que c'est en ce moment, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu, c'est très très triste ce qui se passe et on verra bien. Et puis en plus, ils viennent de perdre Sir Bobby Charlton. Donc c'est vraiment une année absolument vraiment horrible pour United. On verra comment ça se termine. Puis on va terminer par nos chers Lensois. Nos chers Lensois qui avaient démarré leur campagne de Ligue des Champions sur les chapeaux de roue. Match nul, victoire contre Arsenal. Et puis j'avais prévenu que le retour sur Terre allait peut-être être un petit peu douloureux parce que le PSV Eindhoven, c'est pas clinquant. Le PSV Eindhoven, c'est pas du tout quelque chose qui va te surmotiver, mais le PSV Eindhoven, c'est la vraie Ligue des Champions. C'est ces équipes-là qu'il faut battre si tu veux sortir, en fait. C'est pas forcément ton premier de poule qu'il faut que tu tapes. C'est les autres qu'il faut que tu tapes si tu veux sortir des poules. Et le PSV Eindhoven, il a fait du PSV Eindhoven, hein, donc c'est assez impressionnant. Ils ont vraiment gagné 1-0, c'était très très chaud, Lens a eu des occasions, mais moi ce que je remarque surtout, c'est que malheureusement la réalité rattrape un petit peu le RC Lens, que c'est dommage et que potentiellement avec les résultats qu'il y a eu en plus de l'autre côté, ça va être un petit peu compliqué même de terminer troisième. Alors c'est déjà mieux que Arsenal gagne que ce soit qu'il y ait un match nul par exemple ou que ce soit à Séville par exemple, mais effectivement ça va être dur cette fin de campagne européenne, parce que contre le PSV les résultats aller et retour sont pas positifs, et puis là maintenant il faut confirmer ce que tu as fait contre le FC Séville et contre Arsenal, et je pense que ça va être quand même assez compliqué, il faut pas se mentir. Je pense qu'ils ont fait 2 exploits, on va dire, mais ça va être quand même assez compliqué de réitérer cet exploit. Je pense qu'il y a de la place contre Séville. Je suis pas sûr qu'Arsenal arrive encore la fleur au fusil comme ils l'ont fait au match aller à Bollaert. Donc aller gagner à l'Emirates, ça va être un petit peu compliqué. Donc je pense que déjà la qualification pour la Ligue des Champions, je pense qu'on peut oublier. Ça va être maintenant, est-ce qu'on va réussir à se qualifier pour l'Europa League, et ça dépendra un petit peu essentiellement du résultat qu'ils feront contre le FC Séville. Donc c'est vraiment la finale contre le FC Séville pour la 3e place. Et contre Arsenal, j'avoue que je me fais pas trop d'illusions sur le match retour. Pipovici qui nous dit « Belle semaine des Italiens, la Lazio va peut-être enfin passer des poules ». Ouais, c'est vrai. De toute façon, Sarri en gros, il ne respecte que la Ligue des Champions. Dès qu'il joue autre chose que la Ligue des Champions, le mec s'en fout complètement. Il met sa grand-mère titulaire en attaque. Alors, c'est vrai que des fois, sa grand-mère est meilleure que Ciro Immobile. Il faut quand même dire les choses. Ciro Immobile, excepté en Serie A, le mec ne sert à rien. Je sais pas comment ça se passe, mais bon, voilà. Mais sinon, belle semaine des clubs italiens. Ouais, bon, il y a le match nul de Naples, mais sinon, effectivement, victoire de Milan, victoire de l'Inter, victoire de la Lazio et match nul de Naples. Donc voilà, c'est plutôt bien. Aurel qui nous dit « Le truc le plus fou contre le PSV, c'est de voir les Lensois glisser sur tout le match. Les mecs ne savent pas choisir leurs crampons. » Ouais, absolument. Sauf la Roma qui perd à Prague. Oui, c'est vrai. Non, je parlais de la Ligue des Champions. Hein. Non, c'est vrai que c'est pas terrible. Ils étaient menés 2-0. Je sais pas comment ça s'est terminé, mais c'était mené 2-0 là, juste avant que je prenne l'antenne, on va dire. Au JCRM, Lens qui va jouer Marseille dimanche. L'enchaînement des matchs pour Lens, c'est compliqué, c'est clair. Naples, j'ai regardé, ils se sont vus trop beaux. Ouais, puis c'était pas... je sais pas, j'ai pas trouvé ça... En fait, devant le but, ils sont stériles, Naples. Alors, c'est pas moi qui vais dire ça, ils nous en ont marqué 2, mais quand même, c'est assez... tu vois, même le but, en fait, ils le marquent, mais c'est pas vraiment un but, quoi. Enfin, ça rebondit sur Politano, il est là un peu par hasard. Bon, il a raison, mais voilà, quoi.
Ciro Immobile qui a marqué son 200e but avec la Lazio mardi, dont 199 en Serie A, je pense. Un truc comme ça. Donc voilà. Aurel Pic-Pic, je crois qu'ils ont perdu 2-0. Tout à fait. T'as raison. Enfin, en tous les cas, il y avait 2-0. Donc voilà. Enfin, Union Berlin ou le mur de Berlin. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord. Mais l'Union Berlin, ok, mais c'est quand même pas génial, ni en défense ni en attaque. Et normalement, tu as quand même les moyens de perturber ce bloc-là, en fait. Alors, c'est sûr que ça aurait été plus facile avec Osimhen, parce que là, avec Raspadori, déjà, l'option centre, elle n'existe pas. Parce que bon, le mec fait 1m52 les bras levés, donc oui, très clairement, tu es obligé de jouer dans les pieds. Et ça a facilité un petit peu la vie de la défense de l'Union Berlin, qui se mettait dans les lignes de passe à l'intérieur de la surface, et ça suffisait en fait. Et c'est vrai que tu n'avais pas trop à t'inquiéter de ce qui se passait dans les airs. Quand tu as Osimhen, c'est plus compliqué parce que ça peut venir de tous les côtés, quoi. Donc voilà, et de la tête, t'es vraiment pas sûr de le dominer, voire même t'es quasi sûr de perdre ton duel. Donc voilà, ça change quand même tout, Osimhen. Comme on l'a vu avec, je sais pas, Milan et Loftus-Cheek ou des choses comme ça. Il y a des joueurs, ça change le jeu, quoi. Ça inverse les forces en présence, en fait. Donc voilà. Oui, en tous les cas, c'était pas un match super. En tous les cas, Lens revient sur terre et le match contre Séville va être absolument décisif. Donc voilà, c'est celui qu'il faut pas rater. Il faut pas qu'il se concentre sur Arsenal, parce que Arsenal, je pense, va partir loin de tout le monde. Mais Séville, c'est celui-là qu'il faut qu'il les tape. Donc voilà. C'est l'Inter qui gagne, mais très très poussif. Ouais, absolument. C'était voilà. Après, c'était le but. Hein. C'était ok, je gagne ce match, je peux me concentrer sur le championnat. Après, il y a la trêve internationale. Ils sont qualifiés. Le prochain match, ils vont faire tourner comme jamais. Voilà, le but du jeu, c'était de se concentrer sur le championnat. Ils l'ont fait. Je pense que l'Inter arrive un petit peu physiquement, l'équipe titulaire. En plus, il a fait tourner quand même. C'était très poussif, mais quand tu regardes l'équipe de départ, il y a quand même beaucoup de titulaires qui sont pas là. Donc voilà, il a une défense à reconstruire, hein, vu que Pavard avait pris sa place et très très bien pris sa place. Et là, sans Pavard, c'est plus pareil. Et puis il avait fait tourner, Lautaro n'était pas là, qui c'est qu'il y avait aussi au milieu du terrain, il avait fait un petit peu des petites dingueries, Simone Inzaghi, donc non, c'est pas facile. Oui, on peut parler absolument de Benfica, tu as tout à fait raison. Benfica, belle équipe l'an passé, quart de finale, et là, affreux cette année. Alors, c'est vrai, absolument affreux, 27 minutes, 3-0. Donc, c'était incroyable. Je regarde le match, je fais waouh, qu'est-ce qui se passe? J'étais dans le train en revenant de Milan. Et effectivement, c'était complexe. Et c'est le problème du Benfica, c'est que le Benfica, comme tous les clubs portugais, hein, le Sporting, le FC Porto et tout, chaque saison, en gros, ils doivent rebâtir une équipe quasi totale. Enfin, je dis pas totale, mais en gros, tous leurs top joueurs partent. Donc, derrière, c'est très compliqué de reconstruire derrière. Alors, il y a des années, ça marche très très bien. Puis il y a des années, ça bloque un peu plus comme Benfica en ce moment, même s'ils sont toujours premiers, je crois, du championnat portugais. Mais ils commencent à vraiment s'éroder là. Ça marche plus. Donc voilà, faudra voir. Ils sont tombés sur une super équipe. La Real Sociedad joue hyper bien, très plaisant à voir. D'ailleurs, parlons-en un petit peu de l'Espagne. Et on va terminer là-dessus. La Real Sociedad, effectivement, tu as tout à fait raison, joue super bien. Donc, elle joue super bien au foot. Vraiment, c'est ultra agréable de les voir jouer. Et ils ont défoncé le Barça. Le Barça qui gagne, c'est sur un miracle qui gagne la semaine dernière contre eux. Ils ont éclaté le Barça. Ils se sont fait tourner, quoi. C'était incroyable. Et je suis très content qu'ils gagnent là en Ligue des Champions, en plus assez aisément, et que le Barça, qui continue à jouer très très mal, perde parce qu'en fait ce Barça est irrationnel. En fait, ça fait très longtemps. Ils ont fait quelques bons matchs dans la saison, style 2 ou 3. Mais si tu prends l'ensemble des matchs, la plupart, il n'y en a aucun qui est maîtrisé. Et ils arrivent toujours à gagner à la fin. Vraiment, c'était pas terrible. Et ce qui est bizarre, c'est que le match, peut-être, qui domine le plus contre un top club, c'est peut-être celui contre le Real, qui perdent, finalement, 2-1. Mais non, franchement, super équipe, la Real Sociedad. Et ils ont dominé le Barça comme jamais. Et là, ils continuent à jouer comme ça. Et franchement, le niveau technique de chaque joueur, hein, vous pouvez y aller, hein. Vous les regardez tous, vous dites, ah oui,
oui, c'est très au-dessus de ce qu'il y a au Barça, par exemple. Honnêtement, c'est vraiment impressionnant. Et puis, bien sûr, il y a le petit japonais là qui est ultra chaud, mais de ouf, quoi. Donc, non, franchement, très très bien. Et il n'y a pas que lui, hein, parce que Oyarzabal, bien sûr, etc. C'est vraiment une super équipe, vraiment très très bon. Pipovici, oui, des 4 équipes espagnoles, c'est le Barça le pire à voir. Oui, carrément, c'est clair. Je suis d'accord avec toi, c'est le plus chiant à regarder. Hein. Au JCRM, je les ai vus jouer contre le Real en championnat, il m'avait beaucoup impressionné. La Real Sociedad, ouais, absolument. Kubo, il mériterait un top club. Il va y aller. Il apprenait pas au Real, lui, absolument. Il appartenait au Real et en fait, ils l'ont jamais fait jouer. Et il paraît que justement, les matchs contre le Real, il est ultra motivé en fait de leur montrer à côté de quoi ils sont passés. Donc voilà. D'ailleurs, il avait fait un super match contre le Real. En défense, il y a le français naturalisé espagnol, le normand, absolument. C'est quand même triste que la défense centrale, et c'est là où on voit, je pense que c'est important qu'on se rende compte de ça, que l'Espagne a eu une génération absolument dorée, hein, la génération 2008, 2010, 2012, incroyablement incroyable. Et on en est, donc 2012, on est 10 ans plus tard, on va dire 11 ans, mais 10 ans plus tard, et les 2 titulaires en défense centrale en Espagne sont 2 joueurs français. Donc, pour vous dire à quel point, en fait, la formation espagnole a chuté, mais dans les limbes du football mondial. Et parce que c'est quand même pas normal, surtout que c'est quand même pas 2 top défenseurs mondiaux. C'est pas comme si tu me disais, je vais chercher, je vais naturaliser, je sais même pas qui dire, mais on va dire Militao et Van Dijk. Tu me dis, j'ai naturalisé Militao et Van Dijk. Bon, bah, ok, Van Dijk avant la blessure. Hein. Ok, tu vois, on est pas mal. Mais sinon, après, mais même tous les joueurs, hein, quand tu prends le milieu de terrain, etc., bah, en fait, ça te fait penser plutôt aux équipes des années 90 et 80 en Espagne. Hein. C'est-à-dire, c'est des équipes qui n'étaient pas terribles, en fait. Ils ont eu une génération absolument incroyable, mais c'est pas génial, quand même, l'Espagne. Hein. Faut pas, je veux dire, s'ils avaient rien gagné avant et qu'ils n'ont pas gagné grand-chose après, c'est qu'il y a une raison, en fait. Hein. C'est pas un hasard. Hein. Donc voilà. Mais bon, l'Espagne est au creux de la vague, il n'y a plus rien qui sort de chez eux. Ouais. Et ouais, c'est des joueurs moyens en fait, tous. Alors des bons petits techniciens, tu vois, des joueurs. En fait, j'appelle ça, l'Espagne, ils fabriquent des relayeurs. Mais vraiment, tu sais, c'est à ces gars-là qui font des relais. C'est-à-dire, c'est des bons relayeurs parce qu'ils vont te faire une passe dans le bon timing, ils ont une bonne technique, etc. Mais aucun top player, rien, que dalle. Il n'y a pas de top player là-dedans. JCRM qui dit quand ton top 9 c'est Morata, c'est que c'est chaud. On est loin des Raúl Morientes, ouais, grave. Villa Torres, par là, j'en parle même pas. Donc voilà. Gavi et Pedri, j'en entends plus parler des prodiges. Ils sont pas allés un peu vite avec eux, les médias, comme Ansu Fati. Bon, alors Pedri revient. Pedri était quand même très impressionnant, ça j'avoue. C'est le seul joueur où je trouve que vraiment il est impressionnant, mais il est blessé là. Il sort d'une très longue blessure. Donc on va attendre, on va le laisser revenir quand même. Gavi, en revanche, oui, il a sa grinta. Bon, voilà. Je trouve qu'il a juste sa grinta et sa gueule, quoi. Sa petite gueule de premier de la classe. Mais sinon, à part ça, c'est pas non plus... ça casse pas 3 pattes à un canard. Hein. Enfin, je sais pas. Mais bon. Et comme Ansu Fati. Ansu Fati, malheureusement, bon là, c'est les blessures qui l'ont cramé. Mais je pense qu'Ansu, il avait quand même un truc, à la base, on l'a vu jouer tout au début, là, quand il a commencé, tu te dis, oh là là, lui, quand même, il est chaud. et bon, derrière, blessure complètement bizarre, 2 ans quasi de blessure. Et puis, bah, tu t'aperçois que c'est plus du tout le même joueur maintenant. Donc voilà, c'est dommage. J'espère que Pedri, ce sera pas ça quand même, parce que je lui souhaite pas ça. Gavi, après, je sais pas, peut-être qu'il peut devenir un bon milieu de terrain, mais ce sera jamais un génie du foot, quoi. C'est juste, il amènera son état d'esprit, sa grinta, quoi. Mais bon, c'est le Zion Williamson du football, Ansu Fati. Ouais, c'est très possible. Ouais, c'est un peu comme ça. Donc voilà. Bref. On a fait un petit peu le tour de l'Espagne aussi, mais voilà. Bon, le FC Séville est un peu en souffrance. Le Real, bon, bah, ils sont qualifiés. Voilà, ils gèrent les affaires courantes pour l'instant, hein, en attendant les gros. Le Barça galère un petit peu plus. Et puis la Real Sociedad fait briller l'Espagne. Franchement, très sympa. Puis en Allemagne, bah écoute, en Allemagne, le Bayern fait le job, mais c'est bien fait bouger encore par Galatasaray. Donc voilà. Vinicius comme Léao s'est remis au but. Ouais.
Ouais, c'est clair. Après, c'est vrai que Vinicius, il a été un peu éclipsé par le phénomène Bellingham. Donc il y a ça aussi. Mais c'est vrai que Vinicius, voilà. Ouais, il s'est remis dans le droit chemin. Et Léao, c'est sa transformation. En fait, le jour où Léao, il maintient le niveau qu'il a montré contre Paris à 80-85% des matchs qu'il joue, en fait, bah, il est plus fort que Mbappé. Enfin, il est pareil que Mbappé, on va dire. Mais je pense même plus fort, honnêtement. Je pense que techniquement, en 1 contre 1, à l'arrêt, il t'arrache Léao, ce que fait pas Mbappé. Après, en revanche, Mbappé, dans la vitesse, quand il doit exécuter des trucs rapidement, il est imbattable. Il est imbattable. Mais bon, voilà. On verra bien. Léao, j'espère qu'il va arrêter d'être sur courant alternatif et il va enfin se mettre sur courant continu. Mais bon. Mbappé, il a changé son jeu, il a dit. Ah bah, je sais pas. Bah, s'il a changé son jeu, ce serait bien qu'il revienne au jeu d'avant. Ce serait mieux parce que c'est pas terrible. Sinon, belle journée de foot dimanche. Qu'est-ce que tu nous concoctes dimanche au JCRM? Au JCRM, dimanche, il nous concocte un Lens-Marseille, pas mal, effectivement. Chelsea-Manchester City, effectivement. Toi, tu prends un gros week-end hein, quand même. Hein. Ouais, alors en Espagne, bon, il n'y a pas grand-chose. Ah si, il y a le derby de Séville quand même. Donc très très sympa, ça, le plus grand derby d'Espagne. Et puis, Bayer Leverkusen, Union Berlin, je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr que ce soit un super match. Et Lazio AS Rome, absolument, c'est vrai, tout à fait, t'as raison. Non, c'est bien, c'est pas mal. Hein. Et samedi, est-ce qu'il y a des trucs? Samedi, non, il n'y a pas grand-chose en France. Il y a... Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas grand-chose en Angleterre. En Espagne, il n'y a pas grand-chose. Ça aurait pu être un choc il y a 10 ans. Real Madrid, FC Valence, mais là, maintenant, moyen. Ouais. Non, il n'y a pas grand-chose après. Hein, voilà. Non, c'est pas terrible. Mais le dimanche, effectivement, tu as raison. Très très bonne journée de foot, en tous les cas. Le derby de Rome, le Lens Marseille, Chelsea Manchester City. Déjà, pour ces 3 matchs-là, je pense que c'est intéressant d'aller regarder la télé. Donc voilà. Henri lui avait posé la question. Il lui avait posé la question sur son jeu. Moi, je sais pas s'il l'a changé, mais bon. Le derby de Rome, le derby de Séville, Lens OM et Benfica Sporting. Ah oui, je les avais oubliés. Ouais, c'est vrai que ça va être sympa. Qu'il préférait son jeu de Monaco. Enfin, samedi, il y a United Luton. Ouais. Alors, United Luton, bon, voilà. Ouais, alors, c'est sûr que tu perds contre Luton, comme dit au JCRM, ça pourrait être fatal à Ten Hag en cas de mauvais résultat. Oui, c'est clair, parce que tu perds contre Luton, là, il faut quand même que enfin, tu vois, tu joues quand même dans un stade avec une main courante. Donc, effectivement, il y a un moment donné, il faut se respecter, tu es obligé quand même de gagner. contre une équipe qui a une main courante dans son stade. donc voilà, effectivement, tu as raison, ça peut quand même poser problème parce qu'ils sont quand même 17e, Luton, donc tu perds contre Luton, c'est chaud. C'est très très chaud. Justement, faut qu'ils perdent et que Ten Hag parte. Je peux même pas te dire si... Je sais pas si c'est vraiment le problème, l'entraîneur. Je sais pas. Il y a Lecce Milan samedi, bah oui. Effectivement. Ça, faut confirmer juste. Faut juste confirmer. Si, ça m'intéresse, Lecce Milan, mais j'en parle pas parce que ça n'intéresse que moi. donc voilà. C'est le problème, il y a que moi qui m'intéresse à Lecce Milan, normalement. Enfin, moi et Pipovici, quoi. donc voilà. Bref. Voilà. Colombo, il est chaud en ce moment, c'est vrai. Et tu vois, c'est quand tu vois Jovic sur le terrain et que tu te dis qu'il y a Colombo qui nous appartient, tu te dis, mais pourquoi on a pris Jovic alors qu'on a Colombo? Enfin, je sais pas, tu pourrais lui dire qu'il va jouer, quoi. Bon, bref, pour faire tourner Giroud, moi, je préfère avoir un Colombo qu'un Jovic, hein, voilà, et de très très loin. Bon, bref. On verra. Il parle de Sesco à Milan. Hein. S'ils font Sesco, je suis ultra chaud. Moi aussi, ça m'intéresse, les Lecce Milan. Mais oui, au Cotonou, toi, je sais que ça t'intéresse. Mais toi, c'est autre chose. C'est parce que tu es un passionné de Serie A. Parce que je sais que tu vas regarder Torino Frosinone aussi. Hein. Je te connais. Et tu vas peut-être même le regarder en double fenêtre avec un sombre Udinese Ladio, tu vois, un truc dans le genre. Donc, bravo.
Sesco et Guirassy. Alors moi, Guirassy, je suis pas chaud du tout en revanche. Parce que Guirassy, c'est typiquement le gars qui prend feu une saison, tu sais pas d'où, tu sais pas comment, et il va disparaître instantanément. Sesco, c'est pas pareil. Tu sens le talent, c'est autre chose. Oui, Frosinone est super équipe avec beaucoup de joueurs connus, ouais. Puis surtout beaucoup de prêts de gros clubs. Ils ont énormément de jeunes qui sont prêtés du Real, de plein de gros clubs comme ça. Donc voilà. Régnier, absolument. Caio Georges. Ouais, mais Caio Georges. Et ouais, c'est la Juve qui l'aura prêté. Et Soulé aussi. Ouais, absolument. T'as raison. Et Régnier, il vient du Real. Et Caio Georges, c'est toujours une énigme. Il appartient toujours à la Juve, Caio Georges, ou pas? Parce que, ouais, il était arrivé en superstar, excepté superstar de la coupe de cheveux. Pour l'instant, j'ai pas vu grand-chose. Hein. Franchement, c'est pas top. Hein. Mais bon, bref. Enfin voilà. Bon, écoutez, messieurs et dames, d'ailleurs, je sais pas. On va terminer dessus. On va terminer là-dessus. Ça a été un plaisir de partager tout ça avec vous. Voilà, j'ai passé bien sûr, vous doutez, une très bonne semaine de foot, une très bonne soirée aussi avec vous. Donc voilà, on se retrouvera lundi pour débriefer justement tous ces très gros matchs de dimanche. Ça va être cool. Et peut-être un Manchester United Luton, va savoir. Donc voilà, et on se projettera peut-être sur un nouvel entraîneur de Manchester United. Voilà. Bon, merci beaucoup. Et puis n'oubliez pas, hein, vous pouvez me retrouver sur YouTube, sur Apple Podcasts, sur toutes les plateformes de streaming. N'hésitez pas à partager et à liker. Et puis, je crois qu'il y a eu une dinguerie aussi, j'en ai pas parlé, mais je pense qu'il y a eu une dinguerie de Toulouse FC, contre Liverpool. Est-ce que finalement ils ont gagné Toulouse? Parce que j'ai pas regardé. Mais ça, c'était quand même complètement fou. Donc voilà, à un moment, ils menaient 1-0. Donc, ils menaient 3-1, pardon. Donc je sais pas exactement. Hop là, est-ce qu'ils ont gagné? Juste, je termine là-dessus. Toulouse, Liverpool, ils ont gagné 3-2. Franchement, c'est complètement dingo. Donc voilà, trop bien. Bah, je suis très content pour Toulouse. Toulouse qui appartient au même propriétaire que Milan. Mais bon, c'est un hasard, certainement. Donc voilà. Bon, allez, je vous fais une excellente soirée. Je vous fais plein de bisous, pardon. Et je vous laisse passer une excellente soirée. Et on se revoit lundi prochain. Et n'oubliez pas, ciao les gars. Ciao, ciao.